Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler des fortifications de Saint-Domingue. C'est un travail que je mène depuis 5 ans, de façon parsemée parce que j'ai un autre travail, mais qui s'inscrit actuellement dans un projet de restauration de forts dans le sud d'Haïti, ce qui n'est pas une affaire très simple, mais qui est une affaire passionnante. Alors, avant de commencer, 2 petites généralités qu'il faut avoir à l'esprit pour ce qui a déjà été dit et pour ce que je vais dire. À partir du moment où le boulet métallique apparaît à la fin du XVe siècle, ce qui va révolutionner et aboutir à la fortification bastonnée, c'est l'attaquant qui devient le plus fort. Et donc toute place qui est construite a beau être énorme, si l'attaque est bien organisée, la place est perdue. Et la place, il y a toujours des exceptions naturellement, mais la grandeur des fortifications ne dissuade pas non plus des attaques. On l'a vu tout à l'heure avec l'attaque anglaise qui a été évoquée par Fernando sur la Havane en 1762, alors que les fortifications de la Havane sont formidables. Les Français ont attaqué Carthagène en Colombie à la fin du XVIIe, et les Anglais vont encore attaquer par exemple Porto Rico en 1797. Bon. Si ces attaques-là, si certaines de ces attaques échouent, comme Porto Rico 1797, ou l'attaque anglaise sur Carthagène en 1741, c'est parce que l'attaquant s'y prend mal, qu'il est orgueilleux et qu'il sous-estime le défenseur. Mais si vous attrapez sur Google Livres n'importe quel traité de défense et d'attaque des places, il y en a beaucoup qui sont disponibles qu'on peut télécharger, on constate très facilement que les 3/4 de l'ouvrage sont consacrés à la façon d'attaquer une place, et que la façon de la défendre, c'est 1/4 du bouquin, et qui commence en général en disant bon, on va vous expliquer comment résister le plus longtemps possible avant que l'inéluctable surgisse et qu'il faille se rendre. Voilà. La deuxième généralité qu'il faut avoir en tête, même si j'aime pas trop les généralités, c'est que, alors dans les Caraïbes, et là ça a été bien montré par Jacques, mais dans les Caraïbes ça va jouer à fond, naturellement, c'est qu'il y a un débat pour savoir comment on doit organiser la défense d'un espace. Est-ce que cette défense doit être mi-statique, fortification, mi-mobile, marine? Est-ce qu'elle doit reposer uniquement sur le statique, la fortification, ou uniquement sur la marine? Alors dans les Caraïbes, c'est toujours difficile de hacher, mais globalement, dans les Caraïbes, on a les 3 cas. C'est-à-dire qu'on va avoir les Anglais qui vont faire quelques fortifications, d'ailleurs des formes curieuses, mais qui vont baser quasiment tout sur leur marine, qui est la plus puissante. Vous avez les Espagnols qui sont là depuis le XVIe siècle et qui vont baser leur défense sur en partie la fortification et en partie la marine. Alors là, je généralise sur les 2 périodes, mais même s'ils sont plus forts au XVIe, 16e, XVIIe qu'au XVIIIe en termes de marine, mais enfin quand même. Et puis il y a les Français qui croient, qui se font croire qu'ils peuvent faire aussi les 2, c'est-à-dire fortification et marine, sauf qu'ils n'auront jamais la marine. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut un petit peu avoir en tête de cette histoire-là. Alors je pense que ça va marcher comme ça. Oui. Alors, je vais vous faire une présentation des fortifications de Saint-Domingue en prenant 3 niveaux d'observation. On va changer d'altitude, on va partir de très très haut, en ayant d'abord une vision stratégique sur l'ensemble de l'espace Caraïbe, puis on va se rapprocher des fortifications en ayant une vision, une réflexion sur l'ensemble de la colonie, comment défendre la colonie. On reste encore dans la stratégie, mais plus proche. Et puis le 3e niveau d'observation, au niveau du lieu, où là on est sur une problématique non plus de stratégie, mais de tactique, et donc de typologie de forme. Alors l'espace Caraïbe, c'est à peu près 3 millions de km². L'Europe, c'est 21 millions, pour donner une comparaison, avec Saint-Domingue, qui est une colonie qui est placée en plein milieu du centre de l'espace Caraïbe, et qui est la plus grosse colonie française, naturellement, de cet espace-là. Quand on est en Europe, quand on a des questions d'attaque de défense,
Généralement, c'est assez simple. On a une frontière, alors qui peut bouger avec le temps, naturellement, on l'a vu avec Dunkerque, mais on a une frontière, on va les Pyrénées par exemple, et puis on va avoir un réseau défensif d'un côté, un défensif de l'autre côté, et puis on établit, on sait d'où vient l'ennemi en gros, hein, bon, sauf s'il arrive en bateau, mais sinon à terre on sait d'où il vient. Dans les Caraïbes, c'est très compliqué parce qu'il y a une multitude d'îles et l'appartenance, elle est très parcellaire. Donc, on va avoir une île française, la Guadeloupe, et une deuxième, la Martinique, et entre, il y a la Dominique qui est anglaise, bon, même si ça bouge au gré des traités. Donc là, par exemple, on voit la Martinique vue de Sainte-Lucie. On reconnaît ici le rocher du Diamant, qui a été occupé par les Anglais en 1809, en quelques mois, et qui est toujours considéré comme un vaisseau anglais. Donc quand un navire de guerre anglais passe devant le rocher du Diamant, qui est un îlot français, hein, il le salue comme un vaisseau anglais. Voilà, ça je vous le dis pour notre ami. Donc les îles se voient, ça veut dire que l'ennemi est partout en fait. Il est devant et derrière sur les côtés. Bon. C'est une caractéristique dans les Caraïbes. Et alors, naturellement, c'est un espace qui va être occupé, la carte de Fernando tout à l'heure était beaucoup plus complète, mais enfin, globalement, c'est un espace qui va être d'abord, naturellement, occupé par les Espagnols, qui vont établir un certain nombre de points forts sur l'ensemble de l'espace, ce qui signifie aussi que les Espagnols ne veulent pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas, mais ne veulent pas surtout, occuper l'ensemble de l'espace, et donc il y a des territoires qui vont abandonner même si elle est sous leur souveraineté. Hein. Bon. Donc on retrouve des points, je ne vais pas vous les énumérer, mais vous les voyez sur la carte. Naturellement, cet espace qui leur a été donné par la papauté, hein, un partage du monde entre les Portugais et les Espagnols, les Anglais, les Français, et puis dans une moindre mesure les Hollandais, voire les Suédois et les Danois, ne vont pas l'accepter et vont vouloir avoir leur part du gâteau. Alors, ces Espagnols vont naturellement se défendre. Au départ, lorsqu'on est au XVIe siècle, on n'a pas de flotte française, à proprement dit, royale française ou anglaise, qui vont venir prendre. Non. Ce sont les corsaires, les pirates, ce qu'on va appeler après les flibustiers, qui vont menacer les territoires espagnols, les ports espagnols. Et c'est d'abord pour lutter contre ces corsaires, qui peuvent être très nombreux, que la couronne d'Espagne va développer des fortifications extrêmement importantes. Donc ça, on a un système fortifié espagnol qui est en place, enfin, qui se met en place progressivement dès le milieu du XVIe siècle. Avant, il y avait déjà des choses, mais qui s'étoffent formidablement à cette époque-là. Alors, on voit sur cette carte-là, ça va être important pour arriver à Saint-Domingue, les routes maritimes. Globalement, les flottes arrivent par les petites Antilles, vont se disperser dans les différents points où ils vont charger, et ensuite ils vont repartir, généralement depuis la Havane, depuis Cuba, où les convois se rassemblent, hein, de tous les bateaux qui arrivent de tout l'Empire, pour repartir vers l'Europe. Ça, c'est le schéma qui est en place au XVIe et au XVIIe, au moment où les Français et les Anglais vont vouloir occuper l'espace. Alors, voilà les 3 points que vont occuper... Alors, les Anglais ils vont avoir de nombreuses îles, mais il y a 3 points sur lesquels ils vont faire des bases navales. C'est les Bahamas, la Barbade et la Jamaïque. Si je prends la carte suivante, que je remets mes 3 points avec les routes maritimes, on s'aperçoit que les Anglais mettent en place une base qui est à proximité de la Barbade, à proximité de l'arrivée, des convois d'arrivée. La Jamaïque, qui est leur grande île de plantation aussi, qui est en plein milieu du dispositif. Et puis les Bahamas, avec Nassau, hein, qui sera aussi un repère de pirates, hein, mais qui va être la base qui peut contrôler le départ vers le retour. Et j'aurais pu ajouter plus haut les Bermudes qu'on pourrait faire entrer dans l'espace Caraïbe d'un point de vue stratégique. Donc les Anglais font 3 points. Il y a une logique implacable dans leur politique maritime. Et alors les Français, c'est le grand paradoxe, les Français, une base royale, une base navale à Fort-Royal à la Martinique,
Et sur la carte, je n'ai pas mis, ça va être l'objet de mon intervention, je n'ai pas mis de base navale à Saint-Domingue, malgré l'effort surhumain que vous allez voir de mise en défense de la colonie. Là, on est un peu toujours dans cette problématique française maritime. Est-ce qu'on se donne les moyens de la politique qu'on a envie de mettre en place? C'est le grand débat en France. Pourtant, Saint-Domingue, alors j'ai pris 2 notes parce que ce n'est pas ma spécialité, mais je vais rappeler. Saint-Domingue, je vous ai dit, au centre du dispositif. Vous voyez qu'il est idéalement placé sur le passage, la passe au vent qui passe entre Saint-Domingue et Cuba pour les navires qui peuvent repartir aussi de la Jamaïque. Donc idéalement placé à tel point que les flibustiers français vont s'installer à l'île de la Tortue. L'île de la Tortue qui est quand même la petite île qui est juste au nord de Saint-Domingue, l'actuelle République d'Haïti. Et donc ils sont idéalement placés, les flibustiers. Pas très loin. Et malgré ça, pas de base navale, alors que Saint-Domingue, c'est le premier producteur mondial de sucre. C'est 70% des revenus que la France a de ses colonies américaines. Et ça produit plus que toutes les colonies anglaises et espagnoles dans le coin. Et c'est un tiers du commerce extérieur français. Donc le grand paradoxe est là, c'est que sur la carte, je n'ai pas mis de base navale. Et c'est ça. Ça a été montré tout à l'heure par Christian. C'est une politique de fortification qui va pourtant avoir lieu à Saint-Domingue, dispendieuse et inutile. Alors, c'est un travail qui se base, ça a été dit tout à l'heure pour d'autres lieux, sur un corpus de sources énorme, puisque je travaille sur 1000 cartes et plans qui concernent Saint-Domingue à peu près, et 5 à 6 000 pages d'archives, dont près de 1000 pages de mémoire d'ingénieurs. C'est réuni essentiellement aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, au SHD de Vincennes, ça a été signalé dans les cartons du génie, mais également dans les cartons de la marine, et puis dans une moindre mesure, ça a déjà été signalé aussi à la BNF, où il y a des cartes générales, mais quelques plans particuliers. Alors les Français, dans cette colonie qui est... Alors, il faut donner aussi d'autres chiffres. Saint-Domingue, c'est 21 550 km². La Martinique, c'est 1128. Donc on voit la proportion. Hein. Et Saint-Domingue, à la fin du 18e, c'est 405 000 esclaves. La Martinique, c'est 80 000. La Guadeloupe, 89 000 à peu près. Donc c'est un lieu qu'il faut protéger et un territoire qui est énorme. Donc les Français vont fortifier Fort-Dauphin, le Cap, l'île de la Tortue, Port-la-Paix, le Mont Saint-Nicolas, Port-au-Prince, très peu, j'en parlerai pas, Petit-Goâve et Saint-Louis du Sud. Donc on se rapproche. Il commence par l'île de la Tortue et Port-la-Paix. L'île de la Tortue, ça va fonctionner 50 ans maximum, dès la fin du XVIIe, avant même le traité de Ryswick, où la colonie devient réellement française, c'est abandonné au profit de Port-la-Paix. L'île de la Tortue, bon, je vous montre quelques plans, notamment la tour qui a été dessinée par Blondel mais qui n'a pas construite, donc il n'était pas content du résultat. Donc ça c'est l'île de la Tortue. Port-la-Paix, il va y avoir des constructions, notamment le château du gouverneur, à l'époque où c'est encore flibustier, mais qui est gouverneur pour le roi, qui s'installe en face donc, de l'île de la Tortue, avec des réseaux de fortification qui se mettent en place, notamment toujours la préoccupation, c'est pas toujours réussi, vous allez voir tout à l'heure, d'avoir sur le front de mer des batteries qui puissent opposer le plus de canons possible à un vaisseau. Un vaisseau classique, 74 canons, on va dire 37 de chaque côté. Vous voyez de suite que si en face il n'y a qu'une batterie de 3 ou 4 canons, la batterie ne coulera absolument pas le vaisseau. Elle pourra peut-être lui faire un mauvais coup, l'endommager un peu, mais pas couler. À la bataille d'Aboukir, il faut des heures et des heures de combat avant qu'un navire éventuellement coule. Et s'il coule, c'est parce qu'il a pris feu, qu'il a explosé, voilà. Donc, Port-la-Paix. Ensuite, ils vont travailler, les Français vont fortifier rapidement Petit-Goâve, qui est aussi un lieu fréquenté par les flibustiers. Ça, c'est dès la fin du XVIIe siècle. Avec la construction, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de forts qui peuvent paraître impressionnants sur les plans, mais qui en réalité est un fort en terre où seul le magasin à poudre, qui existe encore pour le magasin à poudre, est en pierre.
Puis ils vont porter leur effort sur Saint-Louis-du-Sud, qui est une belle baie où une escadre peut s'installer et où ils vont confier le lieu à la Compagnie de Saint-Domingue. Donc c'est une affaire à moitié privée. Voici la batterie des Oliviers qu'on va essayer de restaurer à partir de décembre. Puis ils vont développer des fortifications au Cap, qui est la capitale économique et au départ administrative de la colonie. Je vous montre ici, parmi un tas d'exemples, il y a plus de 80 sites fortifiés français, donc là je vous montre, je vais très vite. Le fort Picolet, qui est un fort en entrée de rade avec une batterie basse et une batterie haute. La batterie basse qui est faite pour tirer à plein bois sur les navires, et la batterie haute avec des calibres moindres de 18 qui sont uniquement faits pour tirer dans la mâture des navires. L'effort va être ensuite porté dans les années 1730 à Fort-Dauphin, la baie de Bahia. Alors Bahia, B et puis A la belle baie, qui est considérée par certains militaires comme la plus belle rade du monde. C'est pas mes commentaires à moi, c'est ceux de certains militaires français dans les années 1730, avec des constructions, j'en montre juste une ici, assez importante, avec naturellement toujours se développer maximum de pièces d'artillerie, de batterie. Puis, dans les années 1760, ils vont porter leur effort sur le Mole Saint-Nicolas, avec la volonté d'en faire un grand arsenal, comme à Fort-Dauphin avant, que les Français vont appeler le Gibraltar des Antilles, parce que ça n'a jamais été, mais avec des dépenses monumentales sur, par exemple, ici la batterie de la Vallière. Vous voyez la longueur de la batterie, la porte est ici, donc vous avez une échelle à peu près, sur presque 200 mètres, avec un magasin à poudre absolument gigantesque. Vous voyez ici, pour l'échelle, un personnage, avec une volonté de faire d'une baie formidable un arsenal, ici, une ville avec une multitude de batteries qui croisent leurs tirs pour éviter justement qu'une flotte approche. Voilà. Ça, c'est un vœu pieux, Et alors, donc, pour résumer, les Français mettent des millions de livres à développer des fortifications pour protéger leur colonie, la plus importante. Louis XV sacrifiera le Canada pour garder la perle des Antilles, et pourtant ils n'y arrivent pas. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une base? Si je prends Fort-Dauphin, vous voyez la rade ici, le grand fort était ici, et là il y a un goulet. Ils voulaient faire l'arsenal à l'intérieur. Ils font le fort, ils ne font pas l'arsenal, ils multiplient les batteries, parce qu'en fait, s'il y a une flotte française à l'intérieur, oui, l'arsenal sera parfait pour protéger la flotte. Mais pour les Anglais, ce sera extrêmement facile de couler un bateau à l'entrée ou de faire un blocus, et la flotte sera strictement inutile. Ce que je vous dis là, il réalise en cours de route, après avoir dépensé des centaines de milliers de livres à bâtir. Le Cap Français, la capitale naturellement, qu'il faudrait protéger. Le fort Picolet que je vous ai montré, il est ici. Sauf que c'est une rade avec énormément de hauts fonds, et que pour avoir un système défensif cohérent, il aurait fallu construire à terre, ce qu'ils ont fait, mais également des forts sur les écueils, et ça leur coûte trop cher, et c'est techniquement trop difficile. On est trop loin de la métropole pour pouvoir le faire. Petit Goave, le lieu pratiqué par la flibuste, la ville est ici, mais le port est ici, à 4 km. Donc, ça ne fonctionne pas. En général, quand on met de l'argent, déjà que ça coûte très très cher, on met de l'argent pour protéger la ville et le port. S'il faut doubler les dépenses pour protéger la ville et le port, ça ne fonctionne pas. Donc ils abandonnent. Saint-Louis-du-Sud, une belle rade pour recevoir une flotte, mais la ville ne se développera jamais. Il y aura d'autres lieux habités, pas loin, notamment la ville des Cailles, qui est toujours plus développée aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, ils vont laisser tomber. Port-la-Paix, le premier lieu qui a remplacé l'île de la Tortue, ça ne fonctionne pas parce que la baie ne peut recevoir que des frégates.
donc pas de vaisseau. Donc on ne continue pas. Et puis le Mont Saint-Nicolas, donc vous avez une vue aérienne ici, le Gibraltar français qui ne s'est jamais développé, simplement le lieu est trop aride et il n'y a pas de population qui se développe, il y a des difficultés à utiliser un lieu que les Anglais utilisaient pour mouiller quelques corsaires et protéger la passe en face de Cuba, mais où ils n'arrivent absolument pas à bâtir et à développer une économie. On ne peut pas imaginer un arsenal en dehors d'une ville avec toute une économie qui va avec. Donc voilà à l'échelle de la défense de la colonie, avec une difficulté, c'est que, supplémentaire par rapport à la France, c'est qu'on est aux Antilles. On l'a déjà dit, déjà pour la France, il y a des difficultés sanitaires lorsqu'on a affaire à des marécages, des zones un peu difficiles. Aux Antilles, vous avez naturellement les maladies tropicales, avec les ingénieurs qui arrivent et qui rapidement, pour la plupart, décèdent au bout de quelques années, voire des fois au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Et donc on a des ingénieurs qui mettent en place des plans, ils commencent à construire, puis ils décèdent ou ils sont mutés. Il y a les suivants qui arrivent, naturellement, hein, un ingénieur c'est comme un architecte ou un artiste, il n'aime pas ce qu'a fait l'autre, donc il va dire que c'est pas bon, c'est pas beau, il faut recommencer. Donc vous imaginez à Versailles, comme on parlait tout à l'heure, des sommes qui arrivent, elles arrivent de partout, elles arrivent de tout le royaume de France, de toutes les colonies, de l'océan Indien, du Canada, etc. Le secrétaire d'État à la guerre qui voit arriver les projets de fortification qui sont complètement démentiels, et avec le roi qui pète les plombs en 1784 lorsqu'il nomme le gouverneur Bellecombe, en lui disant « Gouverneur, depuis le début du siècle, on a dépensé 20 millions de livres dans les Caraïbes, pour rien, on n'a pas de base navale. » Et il dit à Bellecombe, non, vous allez aller là-bas aux Caraïbes et vous allez me faire un plan rationnel de défense de la colonie. Bellecombe part. 4 ans après, il sort un plan qui est, en gros, il n'a rien compris, 4 fois plus gros que tout ce qu'a construit la France pendant un siècle. Donc naturellement, on a des projets qui sont magnifiques, mais qui ne correspondent absolument pas à ce qui a été fait sur le terrain. Alors, maintenant, allons encore plus près pour mon troisième point. Je pense que je ne suis pas en retard, ça va? Pour mon troisième point, allons maintenant au niveau tactique. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain pour essayer de régler ces questions de défense? Alors, je vous l'ai dit, revenons à premier cap, Fort-Dauphin. Alors, Fort-Dauphin, la fortification est ici, puis vous avez le Goulet. Alors, ils vont faire un fort, une ville neuve, et puis 3 batteries qui sont toutes du même côté. C'est volontaire, c'est pour que les garnisons puissent circuler facilement d'une batterie à l'autre et pas faire, comme on a fait ce matin, une demi-heure pour faire 500 mètres en faisant le tour de la rade. Donc ils groupent les batteries d'un côté et puis sur un îlot au centre, ils veulent faire une redoute qui ne sera pas bâtie. Alors voici le projet de fort et le projet d'arsenal. Ce projet-là va être réalisé avec ce que je vous disais tout à l'heure, une volonté de multiplier les pièces d'artillerie dans le même axe de tir. Alors, avec un débat qu'ils vont avoir tout le temps, on est prisonnier, ça a été abordé tout à l'heure, hein, entre les règles mathématiques de faire du bastion, du symétrique, et avec la nécessité de s'adapter au terrain, et où là, pourquoi là on a un flanc de bastion? Vous allez me dire, c'est pour tirer dans cette direction-là. Ce flanc de bastion, il est fait pour protéger ce côté-là. On est dans un réflexe de débarquement terrestre où on aurait des soldats à terre, ce qui est strictement impossible. On aurait pu avoir ici une forme circulaire ou semi-circulaire, comme on voit, hein, on l'a vu tout à l'heure pour le Fort Patay, par exemple. Donc ils sont quand même prisonniers de règles. Ce sont des ingénieurs qui sortent d'écoles d'ingénieurs, qui ont appris des règles, et qui essayent d'adapter au plus par rapport au terrain, sans réellement se poser la question si c'est efficace ou pas. Parce qu'on est dans une colonie où se succèdent des ingénieurs de la marine et des ingénieurs du génie. On sait bien qu'en France, si on regarde, on va dire les ingénieurs de la marine, ils contrôlent les ports, les batteries, etc. Le génie font les places fortes, etc. Là, ils sont tous mélangés.
Les gouverneurs, c'est pareil, enfin, tout est mélangé, donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de suivi cohérent dans la réflexion. Et puis donc l'arsenal, qui ne feront jamais, puisqu'ils vont réaliser que ça ne marche pas. Les batteries de Goulet, en voilà une, hein, je vous en montre juste une. Là aussi, voilà, on montre bien qu'on a la possibilité de faire du semi-circulaire sans faire d'élévation, hein, pour multiplier les postes de tir sur 2 niveaux avec une redoute, enfin une casemate centrale et puis la batterie. Et côté terre, ce qu'on appelle le front d'attaque, c'est-à-dire l'endroit par lequel l'ennemi attaquerait, où on a un fossé assez important avec un petit glacis qui n'est pas tracé, mais une enceinte à redans. Parce qu'il faut toujours garder en fait à l'esprit qu'une fortification côtière, à part si on veut la bombarder pour essayer de la détruire, hein, bon, ce qui arrive, hein, mais une fortification côtière ne se prend que s'il y a un débarquement. Donc quasiment toutes les fortifications côtières sont faites avant tout pour résister le plus longtemps possible à une attaque terrestre. Parce que l'ennemi, s'il veut prendre la place, il va débarquer à 500 mètres, 600 mètres, ou comme à la Martinique, à 40 km pour approcher les places fortes. Voilà. Voici notre batterie au bord de l'eau, la batterie Saint-Frédéric, où on voit là un gros crénelage, avec toujours cette difficulté, on va le voir ailleurs, quand on a affaire à un navire qui va vouloir attaquer une batterie. Là, vous voyez, on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et déjà on n'est plus dans l'axe là. Hein. Là, on n'est pas dans l'axe de là. Et donc, il y a une difficulté, c'est qu'une batterie comme ça, qui se retrouve face à 1 ou 2 vaisseaux qui vont tirer à la fois 40, 50 ou 60 boulets, ça va vous foudroyer la batterie. Avec la garnison des navires qui se trouvent dans la mâture à faire du tir de mousqueterie pour passer par-dessus le parapet. Donc là, il y a une schizophrénie chez les ingénieurs, c'est-à-dire qu'il faudrait se mettre haut pour être hors de portée des tirs d'artillerie, mais si on est haut, on est obligé soi-même de faire des tirs fichants, c'est-à-dire de réellement viser le navire, ce qui est beaucoup plus difficile par rapport à une batterie basse au niveau de la mer, où on va faire des tirs rasants. Là, il faut être en face et à portée pour toucher. Sauf que si on est au niveau de la terre, au niveau de la mer pour des tirs rasants, on a affaire au tir de mousqueterie. Donc on va faire un crénelage très élevé, de façon à essayer de protéger le plus possible les canonniers. Je remonte une photo parce qu'elle est belle quand même. Voilà, avec l'emplacement de l'arsenal et la ville qui est ici. Donc en fait, on a un fort qui est complètement séparé de la ville, alors qu'au départ, il aurait dû tout toucher parce que ça aurait dû se prolonger ici. Deuxième cas, Petit Goave, je vous l'ai dit, la ville est ici, le port est ici. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les flibustiers n'ont pas installé leur ville ici où il y a le port? Alors, je pose la question, mais en fait, les flibustiers le savaient, je vais vous donner la réponse, hein, et les ingénieurs militaires, eux, ne se sont pas vraiment posé la question. Donc ça, c'est le fort de la ville, où on retrouve le front d'attaque, c'est-à-dire côté terre, hein, où on prend bien soin de faire barbacane, fossé, etc. Et puis côté mer, où là, on garde un peu des fossés, un bastion, mais on essaie de multiplier les batteries, mon grand classique. Le projet, c'est faire une place forte en face pour protéger le port, mais finalement, on ne protège pas la ville, puisqu'on abandonne ce fort-là. Vous voyez la continuité de la réflexion. Alors, puisque c'est comme ça, on va sortir un magnifique plan de ville pour déplacer la ville au port. Donc vous allez retrouver notre fort ici, et puis un projet pour une belle escadre. Alors, c'est un projet qui n'a jamais été réalisé. Pourquoi? Simplement parce que la zone est inondable. Quand les ingénieurs ont dessiné, on passait du temps, hein, à arpenter le terrain, faire les dessins, à les envoyer, les faire valider, etc., etc. Il y a un gars, dans les archives, c'est à mourir de rire, il y a un gars qui se dit « Oh putain, ils vont faire la ville ici, vite, vite, je vais m'installer pour être le premier sur le terrain. » Donc il s'est installé par là, hein, et puis 2 mois après, il y avait une crue et il a disparu. Ça reste un vœu pieux.
où on retrouve uniquement le fort en terre, qui, même pas 10 ans après sa réalisation, va avoir son front d'attaque, pas son front d'attaque, son front de mer avec des beaux bastions, modifié, démonté et remplacé par une vaste batterie semi-circulaire pour être plus efficace face aux navires. Donc il n'y aura pas de ville, mais par contre ce fort-là a pour objectif de protéger les bateaux en rade. Où là on est dans un système, je pourrais multiplier mais on n'a pas le temps, un système qui mériterait une étude particulière, c'est une étude psychologique par rapport à la fortification. Quel est le rôle de la fortification dans la peur et la psychologie des gens? Ils ont envie d'avoir des fortifications parce qu'ils se sentent à l'abri derrière des murs. Donc on a des ports avec, sur le front de mer, devant la rade où mouillent les navires, des belles batteries. Donc si vous repensez, votre ville, votre front de mer, une batterie, et derrière la mer avec les navires français de commerce qui mouillent. Bon, là si on sonne le tocsin, etc., rapidement on arrive à la batterie. Et là on s'aperçoit de quoi? Qu'elle sert à rien, mais vraiment à rien, parce que si l'ennemi surgit dans la rade pour attaquer les navires français, qu'est-ce qu'il y a entre les navires anglais et la batterie? Les navires français. Alors, il s'en aperçoit, alors ils les construisent, hein, et puis au bout d'un moment, il y a un autre ingénieur qui arrive derrière, il dit, mais il faut la faire à 800 mètres sur le côté pour croiser les tirs. Alors, ils vont faire ça, mais après, vous allez trouver, vous, la garnison qui va accepter de vivre isolée à 500 mètres là-bas, alors qu'en ville, elle est à côté de la taverne, parce que le rhum, en plus, il n'est pas mauvais. Hein. Donc, c'est ça toute l'étude qui génère des plans, qui génèrent des abandons. Troisième cas, Saint-Louis du Sud. Alors, celui-là, il me plaît parce qu'on doit restaurer le fort qui est ici, qui est un fort pour les Haïtiens. Alors, c'est un fort qui a été fait par les Français, pas par les Haïtiens, mais indépendant. Mais c'est un fort, il leur plaît parce qu'il y a aux archives un plan où Vauban a retouché le profil de l'escarpe. Alors, ils en sont super fiers, parce que naturellement, Vauban, bon. Alors, c'est pas Vauban qui a tracé mais enfin, il a quand même validé, il a vu, puisqu'il commandait en France, et qu'il a retouché même. Il a retouché. Alors là, vous avez la ville. Et là, vous avez l'îlot. Alors là, voilà l'îlot, qu'on doit les restaurer. Vous voyez le couvert végétal. Donc, en principe, ce n'est pas moi qui dois débroussailler. Et ici, vous avez le tracé du fort, avec ici les cases pour les esclaves, et puis une langue de terre, donc, face au large. Donc, on fait bien une protection, etc. Et alors là, vous avez la plus grosse aberration que j'ai jamais vue dans mes études de fortification, même si je ne prétends pas tout connaître naturellement, c'est que vous êtes sur un fort, sur un îlot qui est destiné à résister à alors là pour le coup pas à un débarquement, mais à une attaque navale ennemie, et vous faites des bastions. Vous faites des bastions pour qu'effectivement, si l'ennemi met le pied à terre, il faut qu'il ait envie. Hein. Vous imaginez l'anglais qui va dire à ses gars, vous allez prendre la chaloupe et vous allez débarquer entre deux bastions. Enfin, les Français, ils imaginent ça. Hein, bon. Donc, ils font ces bastions-là, et à partir de là, alors, vous avez quelque chose qui est absolument incohérent. Alors, c'est construit, c'est voulu en 1699, ils font un premier fort en terre avec un tracé à peine différent, 1702, et ça, ils le construisent 1704-1705. Bon. 1748, attaque anglaise. Les Anglais, alors, il faut que je vous dise, alors les Français, il y avait des mortiers. Il y avait des mortiers pour pouvoir tirer sur la flotte qui rentrait dans la rade. Bon. Sauf que l'officier, alors on a dépensé des centaines de milliers de livres pour bâtir le fort, et l'officier commandant l'artillerie n'a pas eu l'autorisation de faire des tirs de mortier d'essai pour régler ses tirs en cas d'attaque. Ça coûtait trop cher. En gros, vous achetez une voiture, vous allez acheter une Rolls, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter un rétroviseur. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, les Anglais qui avaient repéré le lieu, vous savez, on les connaît, les Anglais, ça. Ils arrivent en temps de paix et ils vous disent, ils viennent faire un cadeau diplomatique, ils viennent saluer le gouverneur de la ville, on est en paix, on le reçoit très volontiers. Hein. Et puis pendant ce temps-là, ils sondent les passes
On ne sait jamais hein, s'il y a la guerre un jour. Hein. Alors comme on est en guerre avec les Anglais une année sur deux au 18e, le gars il ne prend pas trop de risques de se dire, l'officier anglais ne prend pas trop de risques en se disant qu'on ne va pas tarder à être en guerre avec les Français. Bon. Donc les Anglais, 1748, ils se pointent devant l'îlot Saint-Louis, le combat dure 1h30. Ils vont prendre position, hop, ici vous avez la position des navires anglais. Et ils vont prendre position, les Français vont un peu tirer, alors garnison pas efficace, en partie composée d'esclaves et d'habitants qui n'ont pas vraiment envie de se battre, sans avoir d'expérience de tir, etc. Bon. Pour tirer un coup de 36, une fois toutes les 5-6 minutes, il faut 15 canonniers hyper entraînés. Bon. Donc là, vous avez, alors je n'ai pas les chiffres en tête, j'ai oublié de les prendre, mais en gros, vous avez une trentaine de pièces d'artillerie françaises qui vont devoir subir les coups d'à peu près 250 canons anglais. Donc les Anglais prennent position, et ils ne tirent pas, les Français tirent, et quand ils sont mis en position, au signal, tous les vaisseaux ouvrent le feu. Et ça va sidérer, au sens médical du terme, sidérer la garnison qui va avoir ses batteries en partie démontées, des blessés et des morts, mais surtout le bruit, la fureur et la grêle de boulets qui tombent font que ça va durer 1h30. Le commandant va se rendre au bout d'1h30, il va être amené en France, traduit devant les tribunaux comme un incapable, sauf qu'en fait, les incapables, c'est les ingénieurs qui ont dessiné ce fort-là. 5 minutes. Hop, j'y suis presque. Donc, ça va aboutir à quoi? À faire une batterie de côte, ici, qui va remplacer le fort qui ne sera jamais reconstruit, que les Anglais vont miner. Et là, on a une notion extrêmement importante par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lorsqu'on étudie un fort, il ne faut pas seulement étudier l'existant, il faut étudier également les projets. Parce que vous pouvez avoir un système qui est imaginé avec un réseau de 3-4 forts, mais si au final on n'en fait qu'un, eh bien c'est un système imparfait. On ne peut pas utiliser, même si ce fort après a été attaqué, on ne pourra pas dire il a été utile ou pas utile, il a été inutile, s'il fait partie d'un système qui n'a pas été construit. Dès le départ, les Français voulaient faire aussi ici une batterie qui aurait croisé les tirs et qui aurait empêché au moins les vaisseaux anglais de mouiller. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. J'accélère. Le cap français, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir. Le fort Picolet est ici. Il aurait fallu des forts partout pour croiser les tirs. Et en plus, la passe est très difficile à naviguer. Donc, pour des vaisseaux, c'est très dangereux. Voilà un projet de fort sur un écueil qui n'a jamais été construit. Donc ce fort Picolet, qui est ici, avec tout le débat, on a des très beaux dessins donc, aux archives, où vous voyez les tirs qui se règlent par rapport à la position d'un vaisseau, un gros vaisseau, jusqu'à quelle distance il peut s'approcher sans toucher un fond. À partir de là, quelle est la hauteur de la mâture, quelle est la hauteur de la position de la mousqueterie qui va pouvoir tirer ici. D'où le débat, est-ce qu'on met en bas des créneaux pour protéger les canonniers, ou est-ce qu'on fait une batterie à barbette, c'est-à-dire que les canons passent par-dessus et ils ont plus d'angle, même si ça ne pivote pas vraiment un canon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des débats à n'en plus finir. Alors finalement, c'est quoi la réflexion? C'est qu'à la fin du XVIIIe, on a un réseau de fortifications plus ou moins développé, énorme sur tout le littoral. Je vous ai dit entre 70 et 80 ouvrages fortifiés. Et la fin de la réflexion, c'est de dire on va faire des fortifications à l'intérieur. Avec des forts sur les mornes, mornes c'est les termes d'ici montagne, hein, ou alors les premiers blocos, ici en bois et en pierre. Et ça, les Français l'imaginent à la fin du XVIIIe, ils vont un peu le faire pendant la guerre d'indépendance. Des esclaves de la future Haïti, mais c'est surtout les Haïtiens qui vont créer après 1804 un deuxième réseau de fortifications à l'intérieur des terres, parce qu'ils partent du principe qu'il sera impossible pour eux, ils ont retenu la leçon, impossible pour eux de défendre le littoral. Et c'est là qu'on se pose réellement la question de l'utilité d'une fortification de côte. Mais je ne rentrerai pas dans le débat parce que je n'ai pas le temps. Donc ils vont faire des fortifications avec naturellement la citadelle Henri, qui est une des plus formidables
Construction au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous montre, c'est formidable. Hein. Comme dirait Nicolas Faucher s'il était là, c'est absolument magique, ça relève du vaudou. Les canons tirent dans le vide. Il n'y a pas de front d'attaque autour, les canons ils tirent dans les nuages. Voilà. Mais pour le prestige, c'est là. C'est là. Voilà, c'est énorme. Hein, voilà. Et finalement, je reviens à mon point de départ, il me reste 35 secondes. Mon point de départ, c'est que pour étudier une zone fortifiée comme là, par exemple Saint-Domingue, mais j'aurais pu prendre Cuba, j'aurais pu prendre Martinique ou la Guadeloupe, c'est qu'il faut raisonner en espace beaucoup plus grand. Les Anglais n'ont jamais... Le coup à Saint-Louis en 1748, c'est simplement faire un bon coup. Hein. Ils n'ont pas occupé la ville, ils ont débarqué, ils sont repartis. Hein. Bon, c'est pour faire un bon coup. Jusqu'à tel point qu'il y a des populations, comme la ville des Cailles à côté, qui ne veulent pas de fortification. Si vous faites une fortification, ça va attirer l'ennemi. Ça fixe un peu. Faites pas de fortification, ils ne viendront pas. Alors ils paieront, on se barrera, et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Anglais ne vont pas chercher à prendre la colonie. Elle est trop grande en superficie. Donc, ils vont faire systématiquement des coups où, à la Martinique, et après pendant l'Empire, ils ont le temps aussi à la Guadeloupe, pour prendre l'arsenal, enfin pas l'arsenal, la base navale française. Là, c'est l'un des sièges, et il y en a eu des quantités. Bon. Et donc, si je reviens à ma carte du début, je vais m'arrêter là, c'est promis, c'est que finalement, les Espagnols, s'ils n'ont pas de base navale dans la partie ouest de l'actuelle île de Saint-Domingue, c'est peut-être que vous avez compris très tôt qu'on ne pouvait pas en faire à cet endroit-là. C'est ça la conclusion. Merci. Merci Laurent. Quelques questions avant la pause déjeuner. Sylviane. À t'écouter, Laurent, on se dit que tous les ingénieurs du génie sont des andouilles. J'ai pas quand même l'impression que ce soit le cas parce qu'ils avaient une formation savante. Après, le contexte, parce qu'il faudrait faire des comparaisons. Hein, c'est-à-dire que là, on est en contexte colonial, avec des choix qui ont été faits par la monarchie de dire, bon, on garde les îles à sucre parce que ça rapporte. Mais on sait que localement, les pratiques du commerce se contrefichent un peu aussi. Voilà, c'est-à-dire que les habitants, en l'occurrence, enfin, les planteurs, hein, les esclavagistes, eux, ils peuvent finalement faire du commerce avec tout le monde. Donc les fortifications, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi elles peuvent vraiment servir, si ce n'est en période de guerre, peut-être une sorte de représentation du pouvoir de l'État royal. Hein, c'est juste ça. C'est pas dire qu'on est dans un système où il y avait l'exclusif colonial, mais on sait très bien qu'en période de guerre, les colons, ils faisaient des affaires avec tout le monde. Alors, effectivement, je réponds à la question. Je les ai fait passer un peu pour les andouilles. Si j'avais fait une intervention sur la Martinique, j'aurais eu un discours différent, puisqu'à la Martinique, sur l'ensemble de la période, et ça commence plus ancien, ça commence dès 1635, il y a une politique d'enrichissement, de renforcement d'un système défensif qui est mis en place dès le départ et qui se développe et qui s'enrichit, qui s'améliore. Même si au final, ça ne sert pas à grand-chose puisque la Martinique va être attaquée plusieurs fois de façon rationnelle et ça fonctionnera. Pour Saint-Domingue, c'est... j'ai pas poussé le trait parce que c'est la vie qu'on lit chez les civils et chez les militaires et chez les ingénieurs de leur propre travail. Le gouverneur d'Estaing, qui va être 2 ans gouverneur à Martinique, à Saint-Domingue, dit « J'aurais préféré battre du ciment au Maroc ou décrotter les chaussures, les boîtes sur le Pont Neuf, plutôt d'être gouverneur à Saint-Domingue. » Et c'est notamment dû au fait, effectivement, que tout le monde civil et de planteurs qui est là en a rien à faire des fortifications. Et on retombe sur le système où est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'on a besoin d'en faire autant? Et pourquoi on n'a pas, à un moment donné, dit oui, on a besoin d'avoir une 2e base navale, en plus de celle à Martinique, bien placée au centre du dispositif?
Vous imaginez que cette rade de Fort-Dauphin, qui est bâtie par le même ingénieur, d'où une espèce de cohérence dans les années 1720-1730, qui est réputée comme la plus belle rade du monde, hein, je me répète, hein, à la fin du siècle, mais c'est-à-dire 40 ans après, on n'est pas 200 ans après, 40 ans après, elle est en seconde zone de la ligne de défense. Tellement il y a un changement continu. Ils sont incapables, alors, il y a une part de responsabilité du cabinet de Versailles, c'est évident, mais après il y a une grosse part de responsabilité sur le terrain de tous les acteurs, entre ceux qui ne veulent pas de fortification, donc les civils qui rognent, et puis les ingénieurs qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui se renouvellent j'ai fait la liste, j'ai l'inventaire de tous les lieux, qui se renouvellent à une vitesse grand V. Ça ne marche pas là. C'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas généraliser à l'échelle de la France et dire que, par exemple, la défense du littoral au XVIIIe siècle, elle est faite n'importe comment et inopérante. Non, hein. Je pense ne pas avoir dit ça, ou alors je me suis mal exprimé. Voilà. Non, mais je dis que c'est un cas intéressant à observer, mais on ne peut pas en tirer... Non. Par contre, on peut le rapprocher de ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, où finalement, on met aussi des sommes énormes pour défendre un estuaire qui ne fonctionne pas, et où le réseau de petites batteries que tu as décrit me rappelle le réseau des batteries de côte révolutionnaires et impériales qu'on a sur tout le long du littoral impérial, et qui a pour première fonction, qui a deux fonctions. La première, c'est éviter qu'un corsaire mouille tranquille le soir dans la baie et passer la nuit, voilà. Et la deuxième, ça a pour fonction de servir d'abri pour les bateaux de commerce qui pratiquent le cabotage. C'est-à-dire qu'ils passent de batterie en batterie, et s'il y a un corsaire qui arrive, est-ce que le corsaire va prendre le risque, non pas de couler, mais de prendre un mauvais coup pour choper un bateau qui va avoir dedans un peu de blé, du vin, même si le Bordeaux est bon. Voilà. Donc ça sert à ça. Nous, sur la côte, c'est le rosé. Voilà. Donc ça sert à ça, ces batteries de côte-là. Et finalement, tout le réseau de fortification mis en place par les Espagnols au XVIe, et après les conclusions des ingénieurs et des gouverneurs pour Saint-Domingue, avec le réseau qu'ils ont, qui est quand même énorme sur Saint-Domingue, ça sert à éviter que les corsaires occupent les lieux et chopent trop facilement les navires. Voilà. Il faudra que tu me traduises. Sí, un comentario. El ingeniero Rojas, que construye el primer fuerte de Blavet, dice en su tratado que la máxima más importante de la fortificación es saber elegir el lugar en el que se fortifica. En el Caribe, la decisión de la monarquía española fue elegir los lugares que cumplían tres condiciones. Primero, tenía que poder dar refugio a una flota de 100 barcos. Segundo, tenía que poderse defender la boca de la entrada fácilmente. Y tercero, y más importante, tenía que ser capaz de proteger la flota de un huracán. En el Caribe solo hay 4 puertos que cumplen esta condición, que son La Habana, Santiago, San Juan y Cartagena. Si no puedes proteger tu flota y no puedes protegerla de un huracán, no sirve para nada el puerto. Al final lo tienes que abandonar. Oui, donc en fait, selon Cristóbal de Joras, qui a, comme vous le savez, construit ici le premier fort, l'essentiel, mais ça a été déjà bien démontré ce matin par la communication de Fernando, pour les Espagnols, l'essentiel, c'est de savoir choisir le lieu où l'on fortifie et s'adapter à ce lieu, avec des objectifs précis, donc offrir à une flotte un refuge, défendre une baie et protéger évidemment la flotte. Et donc aux Antilles, c'est la Havana, Santiago et puis Carthagène qui... Voilà. Quand on discute de défense, on part du principe qu'il n'y a jamais un navire de la marine française qui serait aux Antilles. Donc, effectivement,
au moment de la guerre de 7 ans, on a pu constater des lacunes, des grosses lacunes, et puis même, de toute façon, il n'y avait plus de flotte opérationnelle. En revanche, pour la guerre d'Amérique, l'indépendance américaine, après 83, la station navale française, elle est établie aux Antilles, elle a besoin effectivement d'une base logistique, et là, l'organisation de ça, c'est différent. Ça fonctionne. Là, les stationnaires, pour des raisons économiques, hein, c'est-à-dire lutte contre la contrebande, etc. Mais il n'empêche qu'il y a systématiquement, mais déjà même après la guerre de 7 ans, des stationnaires de la marine aux Antilles. Donc c'est une donnée aussi, je pense, qu'il faut prendre en considération par rapport aux dépenses qu'on pourrait faire pour la fortification. Oui, ils arrivent, absolument. Ils arrivent, deuxième moitié du 18e, ils arrivent à avoir en stationnaire des frégates, mais ils n'arrivent pas à avoir une flotte, une escadre en permanence. Pendant la guerre d'indépendance américaine, elle combat, hein, elle est là, elle circule. Oui. Mais on va dire, comme on peut avoir en Inde, un arsenal avec Madras, où il y a une flotte qui est là. Bon, les Français, soit c'est une escadre qui est en opération navale et qui passe, et les îles en profitent, mais une escadre qui est dédiée à la Caraïbe, et il n'y en a pas. Oui, mais ça se compare, hein, et ça se regarde dans les sources. Donc j'ai un doctorant qui travaille justement sur l'histoire des stations navales, qui fait les comptes. Ouais. Donc des nouveautés. Ouais, voilà. Sans doute, mais il trouvera pas je ne pense pas qu'il trouve d'escadre. J'ai juste une petite dernière question, s'il vous plaît, qui demande une réponse très brève. D'où venaient les tailleurs de pierre? Alors, deux possibilités. D'abord, il y a de la pierre de taille, la belle pierre, pour encadrer les portes, par exemple, etc., qui arrive de France, qui n'est pas faite sur place. Bon, première chose. Deuxième chose, ils ont quand même des tailleurs de pierre, soit qui arrivent d'Europe, soit il y a tout le débat de l'utilisation des esclaves. Donc, il y a ceux qui sont pris à corvée dans les plantations, qu'on ne va pas former à tailler la pierre, et les planteurs ne sont pas contents, donc ils vont chaque fois donner les moins valides, les moins forts. Donc il y a deuxièmement, si on donne à un entrepreneur la construction, cet entrepreneur peut dans certains cas, comme à Saint-Louis du Sud, venir avec ses propres esclaves, qui appartiennent à l'entrepreneur. Et le troisième cas qui avait été proposé par l'ingénieur du Portal pour le Mall Saint-Nicolas, c'est de dire on va acheter des esclaves en Afrique, ça va nous coûter de l'argent, un investissement au départ, mais ensuite on va en former, ils vont servir à la construction pendant 2 ans, 3 ans, et ceux qui ne seront pas morts, on pourra ensuite les revendre à un meilleur prix puisqu'on va vendre des esclaves à talent et non pas des esclaves qui arrivaient directement d'Afrique. Et puis en plus, ont été acclimatés, etc., etc. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de pierres de taille, notamment pour le Fort Dauphin, Fort Liberté, ça arrive de France.